Alors, vous verrez que quand ils auront le nombre de missiles qu'il leur faut, quand tout sera en place... Comment vous évaluez ça? Ah, moi, je ne sais pas. Comme je ne sais pas à quel cadence ils produisent, que je ne sais pas quel est le nombre de cibles qu'il va y avoir. Rien qu'en France, vous en avez au moins une douzaine. Vous voyez, je vous ai parlé des antennes hier. Ben oui, tout ça, c'est des cibles. Il va falloir... Et alors, pourquoi envoyer un missile avec une charge conventionnelle alors qu'on peut, on peut mettre une petite tête nucléaire qui va peser 10 fois moins lourd. Donc autant utiliser une charge nucléaire qui sera plus efficace. Donc je pense qu'ils feront ce truc-là. Puis il ne faut pas oublier qu'ils ne feront pas de cadeaux. Hein. Ils ont, une fois que c'est la guerre, c'est la guerre. Hein, on a, vous savez, les bobos parisiens qui... Ah oui, mais ça, on ne fait pas ça... oui, on ne fait pas ça parce que les conventions, on a signé les conventions. Non, ça ne marche plus, ça. Bah, là, si vous voulez, quand vous êtes en guerre, vous êtes en guerre. Ah oui, bien sûr. On n'est pas là pour faire des discussions. Est-ce que vous pensez que... Est-ce qu'on peut quand même avoir une évaluation, d'après vous, d'une date où il serait prêt? Est-ce qu'il faut, d'après vous, attendre encore un an? Est-ce que ça... C'est possible. C'est possible. C'est possible que... Moi, vous savez, j'ai situé la période de risque en hiver. En automne, hein? Non. En hiver. Il faut que, si vous voulez... Novembre, décembre. Plutôt janvier-février. Ah, plutôt janvier-février. Parce que là, vous êtes assuré qu'il y a eu des pluies, vous êtes assuré que la température est basse et que les explosions nucléaires ne vont pas tout brûler. Vous voyez? C'est protéger les 7 millions de kilomètres carrés de forêt qu'ils ont en Russie. Et ça, c'est capital. Pour moi, c'est capital. Et aussi pour le monde, d'ailleurs, parce qu'un feu de forêt comme ça, ça aurait des conséquences terribles. En hiver, c'est manageable. On peut le gérer. Vous voyez, ça... s'il y aura des feux, bien sûr, mais qui vont s'éteindre d'eux-mêmes, parce que les arbres mouillés, les trucs, il fait froid, ça se propage pas. Donc, quel est le signe qui va nous dire « attention, maintenant il y a un risque » Eh bien, c'est quand les Russes seront prêts, là, ils vont envoyer 300 ou 400 000 hommes de plus, et ils vont prendre Odessa. C'est Odessa, pour voilà. Pour moi, c'est... N'oubliez pas que toute la région d'Odessa s'appelait, à l'époque de l'impératrice, Nova Russia. Vous voyez, la Nouvelle-Russie. Et donc, c'est le cœur de la Russie, si vous voulez. C'est comme quand en Yougoslavie, ils ont démembré, ils ont sorti le cœur de la Yougoslavie. C'était un truc... Bon, ça... Les Russes, qui étaient trop faibles à l'époque, ils ne l'ont pas digéré. Ils ne l'ont pas digéré. Donc, Poutine ne l'a pas digéré. Non, ça c'est clair. Ils ont vu que c'était quelque chose. Alors, donc, quand on verra cette conquête d'Odessa, là, je l'ai dit depuis le début, c'est très simple. Soit les Américains ne montent pas la marche supérieure, il se retire. Il lâche Zelensky. Le Zelensky, il va se retrouver dans une propriété qu'il a avec Miami, tout ça. Mais, à ce moment-là, voilà, 40% de l'Ukraine va devenir russe. C'est terminé. L'Ukraine ne fera plus partie de l'OTAN. Ce qui restera d'Ukraine, ce sera un État neutre. On aura évité la guerre nucléaire. Si... Quand on va voir la conquête d'Odessa, si les pays de l'OTAN décident d'intervenir directement, là, les Russes, eux, qui auront déclenché la conquête d'Odessa, alors qu'ils sont prêts, avec toutes les cibles identifiées, tous les missiles programmés et tout ça, vous pouvez être sûr que dans les jours qui viennent, c'est terminé, c'est la guerre nucléaire. D'accord. Voilà comment je vois les choses. Odessa, vous le voyez. Alors, est-ce qu'il faut surveiller actuellement ce qui se passe en mer Noire? Parce que ça bouge énormément. Non, ce sera la conquête par la terre. Par la terre. Par la terre, avec un grand nombre de soldats. Et vraisemblablement, une manœuvre de diversion qui partira depuis la Biélorussie. Tiens, Vous voyez ils reproduiront le coup raté qu'ils ont fait parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Et puis, là, il y a eu une lacune de la part des services de renseignement russes. Ils n'imaginaient pas
le niveau de préparation de l'armée ukrainienne avec avec les petits missiles Javelin qu'ils avaient, qui sont très efficaces, toute l'efficacité du matériel qui disposait au moment où ils sont partis de la Biélorussie, c'était une erreur stratégique. Il fallait surtout pas partir de par là, il fallait partir du Donbass et de Donetsk et tous ces cons-là. Mais après, ils se sont rattrapés. Mais ils recommenceront ce truc, mais là, il n'y aura plus de Javelin et tout ce qui s'ensuit, parce que là, il n'en reste plus. Ils ont épuisé tout. Et puis, une grande partie des armes qui ont été fournies par les États-Unis sont sur le marché noir. Vous voyez, on va les retrouver en Afrique, c'est ça? En Afrique et partout. Et même, ils en ont vendu, les Ukrainiens en ont vendu aux Russes. Oui, donc c'est des trucs qui leur tiraient dessus après. Oui. C'est des gens sans aucune moralité. Il y a un sujet que je pense qu'on a fait déjà là, on a dressé un tableau des possibilités en tous les cas et des stratégies des Russes. J'aimerais bien qu'on revienne sur un sujet, c'est sur les échanges commerciaux. Est-ce que vous êtes au courant, est-ce que vous êtes informé sur actuellement les échanges commerciaux? Parce qu'on pourrait relever une contradiction. Moi, je n'ai pas de connaissances là-dessus, mais il semblerait qu'il y ait quand même, malgré tout, encore au niveau actuel, des échanges commerciaux entre la Russie et les États-Unis pour certains produits. Est-ce que vous êtes au courant de ça ou pas? Non. Il semblerait qu'il y ait des échanges commerciaux entre l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire que l'Ukraine fournit à nous toujours du gaz ou du pétrole. C'est la Russie qui fournit du gaz à l'Ukraine. La Russie fournit à l'Ukraine. Alors là, on ne comprend pas. Et les Allemands achètent du pétrole russe via l'Inde. Il semblerait que l'Inde achète du pétrole aux Russes et qu'ils soient avec une marge, ils se prennent une marge, les Indiens, bien sûr. Et revendent aux Allemands du pétrole. Bien sûr, oui. Alors, il y a quand même quelque chose d'étonnant dans cette histoire. Le gasoil, vous voyez, le gasoil qu'on utilise dans nos voitures, qu'on utilise sur nos tracteurs, c'est du brut qui est transformé par des raffineries. Et donc, les Russes, avant, nous vendaient du brut ou du gasoil, d'ailleurs, directement en Allemagne, en Italie, en France. Bon, comme on a coupé les ponts, les Français, les Italiens, les Allemands achètent le gasoil en Inde, c'est les Indiens qui le raffinent, et aussi les Russes qui ont continué à faire marcher. Et donc, les Russes ne vendent plus à l'Allemagne, mais ils vendent à l'Inde, et l'Inde vend à l'Allemagne. Donc ça n'a rien changé. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils continuent à fournir du gaz aux Ukrainiens alors qu'ils sont en guerre? C'est la situation complexe que pour eux, si vous voulez, les Ukrainiens ne sont pas leurs ennemis. Ce sont des victimes d'une stratégie américaine qui a voulu mettre en difficulté la Russie. Et c'est comme ça qu'ils le voient. Les Russes voient ça comme ça. Et donc ils ne veulent pas détruire la population civile. Ils auraient pu détruire Kiev complètement, la raser. Oui, ils auraient pu. Ils l'ont pas fait. Ils ne détruisent pas. Quand il y a des destructions d'immeubles, c'est parce qu'il y a des militaires dans les immeubles. À chaque fois. Et les militaires ukrainiens qui sont conseillés par l'OTAN leur disent mettez-vous à côté du supermarché, là vous êtes protégés. Ils utilisent les barrières, si vous voulez, humaines. Donc on met 50 bonhommes là à côté du supermarché. Les Russes le voient, le savent, ils programment un missile qui arrive, qui fait sauter l'immeuble, et le supermarché, il y a des blessés. Mais c'est des blessés, si vous voulez, comme les Américains appelaient ça les dommages collatéraux. Voilà. Mais il n'y a pas de volonté de détruire la population civile. Et pourquoi ils continuent à fournir du gaz? Pour que les gens puissent encore se chauffer, des trucs comme ça. Parce que l'électricité est utilisée par les militaires, mais le gaz, pas tellement. Donc, c'est des subtilités. Il y a une chose, mais là, on va laisser comprendre à ceux qui sont futés, il y a un business qui ne s'est jamais arrêté. Vous savez que la Russie est le premier producteur mondial de diamants. Ça ne s'est pas arrêté. Alors, à aucun moment, la place, si vous voulez, numéro 1 mondiale du commerce des diamants, elle est située à Anvers. Il
il y a une rue où vous avez des immeubles, et là, vous avez tout un tas de personnes qui font les achats et les ventes de diamants. Eh bien, depuis le 24 février 2022, ça a continué et ça continue. Vous voyez, il n'y a pas eu d'embargo, il n'y a pas eu de truc. Alors, vous comprenez ce que je veux dire, on ne va pas rentrer dans le détail, mais oui, c'est... Donc il y a toujours... le business continue. Le business Et nos centrales nucléaires, on ne faisait pas venir un uranium de Russie, je crois. Il n'y avait pas eu de matière. Non, j'avais cru comprendre qu'on importait des Russes. On a des hurluberlus en France qui ont estimé que comme le Niger n'allait plus fournir l'uranium pour nos centrales, eh bien on n'avait qu'à rouvrir nos mines, vous savez, à côté de Limoges, à côté de Bordeaux et tout ça. Mais c'est faux. Non, mais c'est pas ça. Mais vous imaginez la pollution que ça fait? Ça fait une pollution phénoménale. 30 ans plus tard, les terrains sont toujours pollués du côté de Bessines. Ah oui. C'est sûr. Oui. Donc ça a une pollution épouvantable. Non, il faut trouver des régions qui sont pratiquement inhabitées, où il y a... Et puis surtout, c'est le pourcentage d'uranium qu'au Niger, on trouvait de mémoire, je crois que c'était 4 kilos d'uranium au mètre cube, c'est pas rien. À partir de 2 kilos, c'est quelque chose. Et nous, si ça se trouve, nos gisements, c'est 300 grammes, vous voyez, au mètre cube. Donc c'est pas un bon... Non. Oui, j'avais entendu cet argument, en disant, en France, on a des ressources. Mais non. Donc je pense qu'on a fait tout le... Oui. On a fait tout... Oui, on a brossé un tableau de la situation actuelle. Voilà. Ce qui est important en synthèse, c'est quand même d'avoir comme repère l'invasion d'Odessa. Pour nous, ça doit être un indice que quelque chose se prépare. Et surtout, la réaction des Américains. Est-ce qu'ils arrêtent, ils font marche arrière, auquel cas on est tranquille, ou est-ce qu'ils montent une marche supplémentaire? Et là, il faut vraiment tout de suite se préparer, parce que là, ça va péter dans les jours qui suivent. Donc là, on se réfère aux autres vidéos qui ont été consacrées à la préparation d'une éventuelle guerre nucléaire. Voilà, c'est ça. Ok, je vous remercie, Monsieur Chevrier, de toutes ces explications. C'était un plaisir de vous rencontrer et surtout d'échanger avec vous. Je crois qu'on a pu vraiment approfondir. Bien sûr, ça prend du temps d'expliquer tout ça, mais on fera plusieurs... On va faire plusieurs épisodes. Notre monteur va s'occuper de ça. Très bien. Merci. Merci.